Chapitre 11. Le soir, je fis une courte promenade sur les rivages de Reykjavik et je revins de bonne heure me coucher dans mon lit de grosses planches où je dormis d'un profond sommeil. Quand je me réveillai, j'entendis mon oncle parler abondamment dans la salle voisine. Je me levai aussitôt et je me hâtai d'aller le rejoindre. Il causait en danois avec un homme de haute taille, vigoureusement découplé. Ce grand gaillard devait être d'une force peu commune. Ses yeux, percés dans une tête très grosse et assez naïve, me parurent intelligents. Ils étaient d'un bleu rêveur. De longs cheveux, qui eussent passé pour roux, même en Angleterre, tombaient sur ses athlétiques épaules. Cet indigène avait les mouvements souples, mais il remuait peu les bras, en homme qui ignorait ou dédaignait la langue des gestes. Tout en lui révélait un tempérament d'un calme parfait, non pas indolent, mais tranquille. On sentait qu'il ne demandait rien à personne, qu'il travaillait à sa convenance, et que dans ce monde, sa philosophie ne pouvait être ni étonnée, ni troublée. Je surpris les nuances de ce caractère à la manière dont l'Islandais écouta le verbiage passionné de son interlocuteur. Il demeurait les bras croisés, immobile au milieu des gestes multipliés de mon oncle. Pour nier, sa tête tournait de gauche à droite. Elle s'inclinait pour affirmer, et cela si peu que ses longs cheveux bougeaient à peine. C'était l'économie du mouvement poussée jusqu'à l'avarice. Certes, à voir cet homme, je n'aurais jamais deviné sa profession de chasseur. Celui-là ne devait pas effrayer le gibier, à coup sûr, mais comment pouvait-il l'atteindre ? Tout s'expliqua quand M. Fredriksson m'apprit que ce tranquille personnage n'était qu'un chasseur d'eider, oiseau dont le duvet constitue la plus grande richesse de l'île. En effet, ce duvet s'appelle l'édredon, et il ne faut pas une grande dépense de mouvement pour le recueillir. Au premier jour de l'été, la femelle de l'eider, sorte de joli canard, va bâtir son nid parmi les rochers des fjords dont la côte est toute frangée. Ce nid bâti, elle le tapisse avec de fines plumes qu'elle s'arrache du ventre. Aussitôt le chasseur, ou mieux le négociant, arrive, prend le nid, et la femelle de recommencer son travail. Cela dure ainsi tant qu'il lui reste quelques duvets. Quand elle s'est entièrement dépouillée, c'est au mâle de se plumer à son tour. Seulement, comme la dépouille dure et grossière de ce dernier n'a aucune valeur commerciale, le chasseur ne prend pas la peine de lui voler le lit de sa couvée. Le nid s'achève donc. La femelle pond ses œufs, les petits éclosent, et l'année suivante, la récolte de l'édredon recommence. Or, comme l'eider ne choisit pas les rocs escarpés pour y bâtir son nid, mais plutôt des roches faciles et horizontales qui vont se perdre en mer, le chasseur islandais pouvait exercer son métier sans grande agitation. C'était un fermier qui n'avait ni à semer ni à couper sa moisson, mais à la récolter seulement. Ce personnage grave, flegmatique et silencieux, se nommait Hans Bjelke. Il venait à la recommandation de M. Fredriksson. C'était notre futur guide. Ses manières contrastaient singulièrement avec celles de mon oncle. Cependant, ils s'entendirent facilement. Ni l'un ni l'autre ne regardait au prix. L'un prêt à accepter ce qu'on lui offrait, l'autre prêt à donner ce qui lui serait demandé. Jamais marché ne fut plus facile à conclure. Or, des conventions il résulta que Hans s'engageait à nous conduire au village de Stapi, situé sur la côte méridionale de la presqu'île du Snæfellsnes, au pied même du volcan. Il fallait compter par terre 22 000 environ, voyage à faire en 2 jours, suivant l'opinion de mon oncle. Mais quand il apprit qu'il s'agissait de 1000 Danois de 24 000 pieds, il dut rabattre de son calcul et compter, vu l'insuffisance des chemins, sur 7 ou 8 jours de marche. 4 chevaux devaient être mis à sa disposition, 2 pour le porter, lui et moi, 2 autres destinés à nos bagages. Hans, suivant son habitude, irait à pied. Il connaissait parfaitement cette partie de la côte et il promit de prendre par le plus court. Son engagement avec mon oncle n'expirait pas à notre arrivée à Stapi. Il demeurait à son service pendant tout le temps nécessaire à ses excursions scientifiques, au prix de 3 riksdal par semaine. Seulement, il fut expressément convenu que cette somme serait comptée au guide chaque samedi soir, condition sine qua non de son engagement. Le départ fut fixé au 16 juin. Mon oncle voulut remettre aux chasseurs les arts du marché,
mais celui-ci refusa d'un seul mot. « Efter, fit-il. « Après, me dit le professeur pour mon édification. » Hans, le traité conclu, se retira tout d'une pièce. « Un fameux homme !» s'écria mon oncle. « Mais il ne s'attend guère au merveilleux rôle que l'avenir lui réserve de jouer. » Il nous accompagne donc jusqu'au... Oui, Axel, jusqu'au centre de la Terre. 48 heures restaient encore à passer. À mon grand regret, je dus les employer à nos préparatifs. Toute notre intelligence fut employée à disposer chaque objet de la façon la plus avantageuse, les instruments d'un côté, les outils dans ce paquet, les vivres dans celui-là. En tout 4 groupes. Les instruments comprenaient un thermomètre centigrade de Hagel, gradué jusqu'à 150 degrés, ce qui me paraissait trop ou pas assez. Trop si la chaleur ambiante devait monter là, auquel cas nous aurions cuit. Pas assez s'il s'agissait de mesurer la température de source ou toute autre matière en fusion. Un manomètre à air comprimé, disposé de manière à indiquer des pressions supérieures à celles de l'atmosphère au niveau de l'océan. En effet, le baromètre ordinaire n'eût pas suffi, la pression atmosphérique devant augmenter proportionnellement à notre descente au-dessous de la surface de la Terre. Un chronomètre de Boissonnas jeune de Genève, parfaitement réglé au méridien de Hambourg. 2 boussoles d'inclinaison et de déclinaison. Une lunette de nuit. 2 appareils de Ruhmkorff qui, au moyen d'un courant électrique, donnaient une lumière très portative, sûre et peu encombrante. Les armes consistaient en 2 carabines de Purdley-More Echo et de 2 revolvers Colt. Pourquoi des armes ? Nous n'avions ni sauvages ni bêtes féroces à redouter, je suppose. Mais mon oncle paraissait tenir à son arsenal comme à ses instruments, surtout à une notable quantité de fulmi-coton inaltérable à l'humidité et dont la force expansive est très supérieure à celle de la poudre ordinaire. Les outils comprenaient 2 pics, 2 pioches, une échelle de soie, 3 bâtons ferrés, une hache, un marteau, une douzaine de coins et pitons de fer et de longues cordes à nœuds. Cela ne laissait pas de faire un fort colis, car l'échelle mesurait 300 pieds de longueur. Enfin, il y avait des provisions. Le paquet n'était pas gros, mais rassurant, car je savais qu'en viande concentrée et en biscuits secs, il contenait pour 6 mois de vivres. Le genièvre en formait toute la partie liquide, et l'eau manquait totalement. Mais nous avions des gourdes, et mon oncle comptait sur les sources pour les remplir. Les objections que j'avais pu faire sur leur qualité, leur température et même leur absence étaient restées sans succès. Pour compléter la nomenclature exacte de nos articles de voyage, je noterai une pharmacie portative contenant des ciseaux à lame mousse, des attelles pour fracture, une pièce de ruban en fil écru, des bancs des compresses, du sparadrap, une palette pour saigner, toutes choses effrayantes. De plus, une série de flacons contenant de la dextrine, de l'alcool vulnéraire, de l'acétate de plomb liquide, de l'éther, du vinaigre et de l'ammoniac. Toute drogue d'un emploi peu rassurant. Enfin, les matières nécessaires aux appareils de Ruhmkorff. Mon oncle n'avait eu garde d'oublier la provision de tabac, de poudre de chasse et d'amadou. Non plus qu'une ceinture de cuir qu'il portait autour des reins et où se trouvait une suffisante quantité de monnaie d'or, d'argent et de papier. De bonnes chaussures, rendues imperméables par un enduit de goudron et de gomme élastique, se trouvaient au nombre de 6 paires dans le groupe des outils. Ainsi vêtu, chaussé, équipé, il n'y a aucune raison pour ne pas aller loin, me dit mon oncle. La journée du 14 fut employée tout entière à disposer ces différents objets. Le soir, nous dînâmes chez le baron Trampé, en compagnie du maire de Reykjavik et du docteur Hjaltalin, le grand médecin du pays. M. Fridriksson n'était pas au nombre des convives. J'appris plus tard que le gouverneur et lui se trouvaient en désaccord sur une question d'administration et ne se voyaient pas. Je n'eus donc pas l'occasion de comprendre un mot de ce qui se dit pendant ce dîner semi-officiel. Je remarquai seulement que mon oncle parla tout le temps. Le lendemain, 15, les préparatifs furent achevés. Notre hôte fit un sensible plaisir au professeur en lui remettant une carte de l'Islande, incomparablement plus parfaite que celle d'Henderson, la carte de M. Olaf Nicolas Olsen, réduite au 1/480 millième et publiée par la Société littéraire islandaise, d'après les travaux géodésiques de M. Schill Frisak et le levé topographique de M. Björn Gumlaugsson. C'était un précieux document pour un minéralogiste.
La dernière soirée se passa dans une intime causerie avec M. Fridriksson, pour lequel je me sentais pris d'une vive sympathie. Puis, à la conversation succéda un sommeil assez agité, de ma part du moins. À 5 heures du matin, le hennissement de 4 chevaux qui piaffaient sous ma fenêtre me réveilla. Je m'habillai à la hâte et je descendis dans la rue. Là, Hans achevait de charger nos bagages sans se remuer, pour ainsi dire. Cependant, il opérait avec une adresse peu commune. Mon oncle faisait plus de bruit que de besogne, et le guide paraissait se soucier fort peu de ses recommandations. Tout fut terminé à 6 heures. M. Fridriksson nous serra les mains. Mon oncle le remercia en islandais de sa bienveillante hospitalité et avec beaucoup de cœur. Quant à moi, j'ébauchai dans mon meilleur latin quelques saluts cordiaux. Puis nous nous mîmes en selle, et M. Fridriksson me lança avec son dernier adieu ce vers que Virgile semblait avoir fait pour nous, voyageurs incertains de la route. Et quacumque viam dederit fortuna sequamur. Chapitre 12. Nous étions partis par un temps couvert mais fixe. Pas de fatigante chaleur à redouter, ni pluie désastreuse. Un temps de touristes. Le plaisir de courir à cheval à travers un pays inconnu me rendait de faciles compositions sur le début de l'entreprise. J'étais tout entier au bonheur de l'excursionniste fait de désir et de liberté. Je commençais à prendre mon parti de l'affaire. D'ailleurs, me disais-je, qu'est-ce que je risque ? De voyager au milieu du pays le plus curieux, de gravir une montagne fort remarquable, au pied aller, de descendre au fond d'un cratère éteint. Il est bien évident que ce Saknussemm n'a pas fait autre chose. Quant à l'existence d'une galerie qui aboutisse au centre du globe, pure imagination, pure impossibilité. Donc, ce qu'il y a de bon à prendre de cette expédition, prenons-le et sans marchander. Ce raisonnement à peine achevé, nous avions quitté Reykjavik. Hans marchait en tête d'un pas rapide, égal, continu. Les 2 chevaux chargés de nos bagages le suivaient, sans qu'il fût nécessaire de les diriger. Mon oncle et moi, nous venions ensuite, et vraiment sans faire trop mauvaise figure sur nos bêtes petites mais vigoureuses. L'Islande est une des grandes îles de l'Europe. Elle mesure 1400 milles de surface et ne compte que 60 000 habitants. Les géographes l'ont divisée en 4 quartiers, et nous avions à traverser presque obliquement celui qui porte le nom du pays du quart du sud-ouest, Sudvestre-Fjordungr. Hans, en laissant Reykjavik, avait immédiatement suivi les bords de la mer. Nous traversions de maigres pâturages qui se donnaient bien du mal pour être verts. Le jaune réussissait mieux. Les sommets rugueux des masses trachytiques s'estompaient à l'horizon dans les brumes de l'est. Par moments, quelques plaques de neige, concentrant la lumière diffuse, resplendissaient sur le versant des cimes éloignées. Certains pics, plus hardiment dressés, trouaient les nuages gris et réapparaissaient au-dessus des vapeurs mouvantes, semblables à des écueils émergés en plein ciel. Souvent ces chaînes de rocs arides faisaient une pointe vers la mer et mordaient sur le pâturage. Mais il restait toujours une place suffisante pour passer. Nos chevaux, d'ailleurs, choisissaient d'instinct les endroits propices, sans jamais ralentir leur marche. Mon oncle n'avait pas même la consolation d'exciter sa monture de la voix ou du fouet. Il ne lui était pas permis d'être impatient. Je ne pouvais m'empêcher de sourire en le voyant si grand sur son petit cheval, et comme ses longues jambes rasaient le sol, il ressemblait à un centaure à 6 pieds. « bonne bête, disait-il. Tu verras, Axel, que pas un animal ne l'emporte en intelligence sur le cheval islandais. Neige, tempête, chemin impraticable, rochers, glaciers, rien ne l'arrête. Il est brave, il est sobre, il est sûr. Jamais un faux pas, jamais une réaction. Qu'il se présente quelques rivières, quelques fjords à traverser, et il s'en présentera. Tu le verras sans hésiter se jeter à l'eau, comme un amphibie, et gagner le bord opposé. Mais ne le brusquons pas, laissons-le agir, et nous ferons, l'un portant l'autre, nos 10 lieues par jour. Nous, sans doute, répondis-je, mais le guide. Oh, il ne m'inquiète guère. Ces gens-là, cela marche sans s'en apercevoir. Celui-ci se remue si peu qu'il ne doit pas se fatiguer. D'ailleurs, au besoin, je lui céderai ma monture. Les crampes me prendraient bientôt si je ne me donnais pas quelques mouvements. Les bras vont bien, mais il faut songer aux jambes. Cependant, nous avancions d'un pas rapide. Le pays était déjà à peu près désert. Ça et là, une ferme isolée, quelques boers solitaires, bâtis de bois, de terre, de morceaux de lave, apparaissaient comme un mendiant au bord d'un chemin creux.
Ces huttes délabrées avaient l'air d'implorer la charité des passants, et pour un peu on leur eût fait l'aumône. Dans ce pays, les routes, les sentiers même, manquaient absolument, et la végétation, si lente qu'elle fût, avait vite fait d'effacer le pas des rares voyageurs. Pourtant, cette partie de la province, située à 2 pas de sa capitale, comptait parmi les portions habitées et cultivées de l'Islande. Qu'étaient alors les contrées plus désertes que ce désert ? Un demi-mille franchi, nous n'avions encore rencontré ni un fermier sur la porte de sa chaumière, ni un berger sauvage paissant un troupeau moins sauvage que lui. Seulement quelques vaches et des moutons abandonnés à eux-mêmes. Que seraient donc les régions convulsionnées, bouleversées par les phénomènes éruptifs, nés des explosions volcaniques et des commotions souterraines ? Nous étions destinés à les connaître plus tard. Mais en consultant la carte d'Olsen, je vis qu'on les évitait en longeant la sinueuse lisière du rivage. En effet, le grand mouvement plutonique s'est concentré surtout à l'intérieur de l'île. Là, les couches horizontales de roches superposées, appelées trappes en langue scandinave, les bandes trachytiques, les éruptions de basalte, de tuf, de tous les conglomérats volcaniques, les coulées de lave et de porphyre en fusion, ont fait un pays d'une surnaturelle horreur. Je ne me doutais guère alors du spectacle qui nous attendait à la presqu'île du Sneffels, où ces dégâts d'une nature fougueuse forment un formidable chaos. 2 heures après avoir quitté Reykjavik, nous arrivions au bourg de Gufuns, appelé Aoalkirkja, ou église principale. Il n'offrait rien de remarquable, quelques maisons seulement. À peine de quoi faire un hameau de l'Allemagne. Hans s'y arrêta une demi-heure. Il partagea notre frugal déjeuner, répondit par oui et par non aux questions de mon oncle sur la nature de la route, et lorsqu'on lui demanda en quel endroit il comptait passer la nuit, « Gardar », dit-il seulement. Je consultai la carte pour savoir ce qu'était Gardar. Je vis une bourgade de ce nom sur les bords du Hvalfjord, à 4 milles de Reykjavik. Je la montrai à mon oncle. « 4 milles seulement, dit-il. 4 milles sur 22 ? Voilà une jolie promenade. » Il voulut faire une observation au guide, qui, sans lui répondre, reprit la tête des chevaux et se remit en marche. 3 heures plus tard, toujours en foulant le gazon décoloré des pâturages, il fallut contourner le Kollafjord, détour plus facile et moins long qu'une traversée de ce golfe. Bientôt nous entrions dans un Pingstauer, lieu de juridiction communale nommé Ejulberg, et dont le clocher eût sonné midi si les églises islandaises avaient été assez riches pour posséder une horloge. Mais elles ressemblent fort à leurs paroissiens, qui n'ont pas de montre et qui s'en passent. Là, les chevaux furent rafraîchis. Puis, prenant par un rivage resserré entre une chaîne de collines et la mer, ils nous portèrent d'une traite à l'Aoalkirkja de Brantar et 1 mille plus loin à Sorbuer Annexia, église annexe située sur la rive méridionale du Hvalfjord. Il était alors 4 heures du soir. Nous avions franchi 4 milles. Le fjord était large en cet endroit d'1 demi-mille au moins. Les vagues déferlaient avec bruit sur les rocs aigus. Ce golfe s'évasait entre des murailles de rochers, sorte d'escarpe à pic haute de 3000 pieds et remarquable par ses couches brunes que séparaient des lits de tuf d'une nuance rougeâtre. Quelle que fût l'intelligence de nos chevaux, je n'augurais pas bien de la traversée d'un véritable bras de mer opéré sur le dos d'un quadrupède. S'ils sont intelligents, dis-je, ils n'essaieront point de passer. En tout cas, je me charge d'être intelligent pour eux. Mais mon oncle ne voulait pas attendre. Il piqua des 2 vers le rivage. Sa monture vint flairer la dernière ondulation des vagues et s'arrêta. Mon oncle, qui avait son instinct à lui, la pressa davantage. Nouveau refus de l'animal, qui secoua la tête. Alors jurons et coups de fouet, mais ruades de la bête qui commença à désarçonner son cavalier. Enfin, le petit cheval, ployant ses jarrets, se retira des jambes du professeur et le laissa tout droit planté sur 2 pierres du rivage, comme le colosse de Rhodes. « Ah, maudit animal !» s'écria le cavalier, subitement transformé en piéton et honteux comme un officier de cavalerie qui passerait fantassin. « Fardja !» fit le guide en lui touchant l'épaule. « Quoi, un bac ?»« Der !» répondit Hans en montrant un bateau. « Oui, m'écriai-je, il y a un bac. »« Il fallait donc le dire. Eh bien, en route. »« Tidvatten » reprit le guide. « Que dit-il ?»« Il dit marée, » répondit mon oncle en me traduisant le mot danois. « Sans doute. Il faut attendre la marée ?»
Forbida demanda mon oncle. Ja, répondit Hans. Mon oncle frappa du pied tandis que les chevaux se dirigeaient vers le bac. Je compris parfaitement la nécessité d'attendre un certain instant de la marée pour entreprendre la traversée du fjord, celui où la mer, arrivée à sa plus grande hauteur, est étale. Alors le flux et le reflux n'ont aucune action sensible et le bac ne risque pas d'être entraîné, soit au fond du golfe, soit en plein océan. L'instant favorable n'arriva qu'à 6 heures du soir. Mon oncle, moi, le guide, 2 passeurs et les 4 chevaux, nous avions pris place dans une sorte de barque plate, assez fragile. Habitué que j'étais au bac à vapeur de l'Elbe, je trouvais les rames des bateliers un triste engin mécanique. Il fallut plus d'1 heure pour traverser le fjord, mais enfin le passage se fit sans accident. Une demi-heure après, nous atteignions l'Aualkirkja de Gardar.